a toujours bien quelques affidavits qui l'identifient comme client du Ambassadors Club. Alors, lui, il a gros à perdre, en fin de compte, si tout le sac est déballé, on s'entend. Vous savez, beaucoup ont beaucoup à perdre. Je pense pas, moi, que la mission de la police de Montréal, en tout cas la mission officielle, là, je pense pas que ce soit que de côtoyer des criminels puis de protéger des criminels. Il faut se poser des sérieuses questions sur le comportement de Pietro Poletti, qui voulait m'offrir une somme de 30 000 $ pour que je retire une plainte contre Christopher Thune. Comment se fait-il qu'un policier s'acharne à vouloir protéger un type comme ça? Et quand je vous parle de preuves circonstancielles, c'est d'événements comme ça dont je parle. Vous savez, il faut, à un moment donné, mettre tous les morceaux ensemble et tirer des conclusions. Je comprends que je n'ai pas une admission écrite de la part de Pietro Poletti, à savoir je baisais des hommes et des femmes au Ambassadors Club. Mais je veux dire, quand plusieurs personnes l'identifient, plusieurs personnes le replacent au même endroit, dans des fonctions qui sont pas tout à fait professionnelles, je veux dire, à un moment donné, là... Ou bien tous ces gens-là ont menti, et dans quel intérêt? Parce que ces gens-là avaient aucun intérêt à mentir, et je veux dire, ou bien ce gars-là est un menteur. Marie-Claude, on vient de parler de 2 photos. Oui. En as-tu d'autres croustillantes comme ça que tu aimerais partager? Tu aimerais mentionner certaines choses ou qu'on peut donner un petit peu comme appetizer aux auditeurs, aux auditrices dans ton livre, Strippergate, la filière canadienne des travailleuses du sexe chez Louise Courteau-Éditrice? C'est toujours dans le même contexte. C'est toujours Christopher Thune au bras de politiciens fédéraux, au bras de politiciens municipaux, où il y a des photos, il est accompagné de tueurs à gages. Je veux dire, vous savez, André Cédillo a établi dans ses articles qu'il a rédigé relativement à l'affaire des narcotorpilles que Christopher Thune était une figure montante du gang de l'Ouest de Montréal et qu'il avait des liens très intimes avec le Conseil des 12 des Hells Angels. Et je veux dire, vous savez, il faut replacer les choses dans leur contexte. Julie Couillard qui est au bras de ce type-là, certains policiers qui sont au bras de ce type-là, des politiciens qui sont au bras de ce type-là. Troublant. Pourquoi? Troublant. Je veux dire, est-ce que à ce point-là, Thune est un personnage qui mérite ce genre d'attention-là? Je veux dire, voyons donc. Troublant. Mais c'est effectivement très troublant. En fait, ça rappelle l'époque qui a précédé le grand ménage qui a été fait par Jean Drapeau, hein. Quand il est arrivé au pouvoir, il avait fait un ménage de la corruption endémique, systémique ici à la ville de Montréal. Et à l'époque, c'était les Calabrais qui emmenaient large. Maintenant, ce sont les Siciliens. Et la gang de l'Ouest. Ça dépend des années. Mais effectivement, ça dépend des années. C'était le Calabrais jusqu'en 80, à peu près. Et c'est périodique, ça. C'est périodique. Et Christopher Thune est très, très bien établi dans ce milieu-là. Quelle nationalité, le Thune? Américain? Il y a une double nationalité. Christopher Thune, il est américain et canadien. Il est né aux États-Unis? En Floride. Il est né en Floride. Et qu'est-ce qu'on connaît de son passé un peu là-bas? Sa mère était une prostituée. Et je ne connais pas d'informations qui soient intéressantes sur son père. Non, OK. Et ce bonhomme-là a été pris avec des mêlées avec la justice américaine tôt? Très tôt. Il a purgé de longues sentences pour des infractions fédérales. Donc les policiers ne pouvaient pas ne pas savoir, Marie-Claude, un dossier comme ça. Est-ce que tu dis que c'est un colo? C'est un colo de justice? C'est un repris de justice? Oui, je veux dire, c'est un gars qui a purgé des sentences c'est pas un enfant de cœur, trafic de stupéfiants. Là. Bon, c'est pas un enfant de cœur dès le départ. Non, mais écoutez, quand Thune a été arrêté au mois de juin, parce que moi j'ai déposé juin 2002, parce que moi j'ai déposé une plainte contre lui. Parce qu'il m'avait agressé, parce que j'avais voulu dénoncer le Ambassadors Club. Agressé physiquement? Oui, il m'a égorgé là devant un employé de la ville de Montréal, puis n'eût été de la présence de ce gars-là, moi je mourrais sur le champ. Là. Et donc, quand il a été arrêté, il était dans sa Jaguar décapotable noire et Poletti avait immédiatement, dès l'arrestation, Poletti m'avait sollicité pour retirer ma plainte. Et il n'a jamais cessé jusqu'à ce que je fasse intervenir un policier pour qu'il arrête. Et mais par la suite, Poletti s'y est pris d'autres façons. Il voulait absolument que ce dossier-là avorte, et c'est ce qui est arrivé. Parce que si j'avais témoigné dans le cadre d'un procès, j'aurais été obligé d'expliquer de où je connaissais Thune. Et là, ça aurait remonté jusqu'à Coderre. Et c'est ça, en fait, que la police voulait empêcher. Il fallait étouffer tout ça. Ben oui. Il fallait étouffer ça.
Mon cher Oliver, on est rendu à la pub, suivi de la pause musicale. Exact. Tu nous mets quoi? Ça va être les vulgaires machins pour se faire plaisir. Oliver, il est hot à matin. Hey, les vilains pingouins, Rudy Kaya. Après ça, il nous shoot les vulgaires machins avec notre chum. Voyons, c'est quoi son... les vulgaires machins. C'est quoi son prénom là qui est venu ici? C'est Guillaume. Guillaume. Alors, c'est le leader du groupe, là, mais avec les trois autres. Sa copine, son frère et le drummer. Je sais pas je me rappelle pas de leur nom, qu'est-ce que je te dise. C'est en 2005 ou 2006 qu'on a fait l'entrevue. Je pense que c'est 2006 qu'on a fait l'entrevue. En août 2006 avec le groupe, le band. On les salue bien bas, des gens remarquables, exceptionnels. Fait que tu nous mets ça? Oui. Et on s'en va en pub, suivi de pause musicale, et on est de retour avec mon invité ce matin pour la dernière de la 8e saison de Zone de résistance, Marie-Claude Montpetit, auteur du livre Le Strippergate, la filière canadienne des travailleuses du sexe explosif. Et quand vous ouvrez les photos du milieu, vous pouvez les gonfler. Julie prend du relief, c'est impressionnant. Elle en a déjà pas mal. Ben oui, je sais bien, mais gonfle à l'hélium. OK, vous êtes à l'écoute de Zone de résistance CSM 89,3 FM, c'est la radio Université de Montréal. À tout de suite. Retour à Zone de résistance. Calme-toi, là, Marie-Claude, là. T'es à Zone de résistance avec l'animateur Benoît Perron-Micro et mon cher Oliver, la dernière demi-heure d'Oliver Vinette. La dernière demi-heure. Ah, taboy. On est déçus de te perdre, mon Oliver. Oui. Mais on est content et on s'est senti privilégié pendant cette année et demie. Alors, professionnel jusqu'au bout des ongles, ça, Oliver. Alors, pour la dernière fois, pour une dernière fois, avant de t'en aller. Non, tout c'est bien de te la fermer, Perron. Tes codes d'écoute vont être à moins 2000. T'as mis quoi, mon Oliver? C'était les vulgaires machins, la pièce La chasse est ouverte. La chasse est ouverte, excellent. Puis la chasse est ouverte parce que le livre Strippergate, la filière canadienne des travailleurs du sexe, va apparaître de Marie-Claude Montpetit. C'est tout chaud, hein. Ça sent le bon papier pressé, hein. C'est tout chaud. Et en passant, chers auditeurs, savez-vous que Bernard Madoff, il va être au grand écran. Ouais, je l'ai mentionné, mais Bernard Madoff, ils vont faire un film. Ils sont en train de préparer un film. Et l'auteur du film, c'est Edmund Druyet. Il a 44 ans. C'est un producteur de Los Angeles. Et notre ami Oliver Stone prépare le remake de Wall Street 2, épisode 2. La suite. Hey, y en a-tu des sujets, hein? M'a dit, pour moi, le film va durer, je sais pas moi, 1400 heures. En 3 DVD. En 3 DVD, regarde. On fait tirer justement un DVD. Alors, pour le dernier tirage de la 8e saison de Zone de résistance CSM, on fait tirer. On l'avait reçu en ondes d'ailleurs, Magnus Isaacson, le réalisateur. Le film s'appelle documentaire. C'est un documentaire en DVD, ça s'appelle Uranium. La filière de l'uranium. Et on fait tirer ça, c'est tout chaud, il est tout enveloppé. Oh, ça sent bon. Ah, ici, t'as un peu de pot. Ah, ici. Oh, le parfum de Julie Couillard. Je peux appeler... Non, je peux appeler... le parfum de Julie... Oh, ça sent bon, ça, ici. Mais je peux appeler Christopher, il va t'en donner quelque chose. Christopher, justement. Non, mais mieux les diamants. Moi, j'étais un coqueur de diamants. Ah oui? Les diamants. Oui, ben, qu'est-ce que tu penses, hein? Alors, on fait tirer ça, ce DVD à quel appel? Au 514-343-2476, je vais prendre le 4e appel. Le 4e appel. Alors, bonne chance à tous nos participants, chers auditeurs, pour une dernière fois à Zone de résistance. Marie-Claude Montpetit, toujours avec moi en studio. Et on parle d'un dossier chaud, un dossier explosif. Moi, quand on a pris contact ensemble pour la première fois, je pense que c'était en août 2008, il y avait eu ce truc-là qui avait été mis par les gens de Montreal 9/11 Truth concernant l'entrevue avec Gilles Proulx. Oui. C'est arrivé avec justement notre ami Gilles Proulx. Il a reçu des missives de Chorus d'en haut. D'abord, le policier Pietro Poletti, là, qui aime bien M. Thune, avait appelé M. Proulx une dizaine de fois dans la soirée pour lui dire qu'il trouvait qu'il me donnait beaucoup trop de temps d'onde et que j'étais une fille aux mœurs légères, que j'avais un chum qui était trafiquant de drogue alors que c'était son chum à lui. Là. Et c'est de Thune qui parlait. Et en fait, Poletti voulait s'assurer que Gilles Proulx cesse de parler de ça parce que Poletti craignait qu'à un moment donné, j'arrive avec sa partie dans l'histoire et il avait bien raison de le craindre. Et il te discréditait auprès de Proulx. Ah oui. Carrément. Oui. Et bon, il y a eu cet épisode d'intimidation-là. Après ça, il y a eu... Mais Proulx était allé de l'avant. Il avait oui. Il t'avait donné quoi? 2 émissions? Avec Proulx, j'ai fait 2 entrevues en mai. J'en ai fait 2 en juin. 2 en juin, donc 4 au total. Oui. Et lui, il terminait, là. C'était sa dernière année. Là. Il partait. Là. Il a pris des risques, mais il quittait aussi. Oui, mais il savait qu'il s'en allait de toute façon. Sauf qu'il demeure attaché à Chorus actuellement. Je pense qu'il est correspondant parlementaire. Je pense qu'il fait des remplacements. Mais, il est toujours employé de la maison mère Chorus. Oui, mais Proulx, écoutez, là, je veux dire, Proulx, il savait ce qu'il faisait quand il m'a reçu dans son studio. Il avait vu la documentation. Il avait montré des pièces à condition. Oui. Ben oui, il y avait les chèques de Hembley, puis bon.